Bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre sur la sécurité des réseaux, nous allons voir premièrement les éléments constituants d'un réseau, les types d'attaques les plus fréquentes et nous aborderons les différents mécanismes de défense. Deuxièmement, nous verrons les diverses manières de saisir les données, les réponses juridiques pour les encadrer et les points améliorés. Troisièmement, nous verrons les institutions régulatrices, les technologies dangereuses et des exemples concrets. Et quatrièmement, nous verrons ensuite les fuites de données, quelles sont les solutions, quelles sont les étapes et l'exemple de Yahoo. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'établir un état des lieux des pratiques en matière de sécurité des attaques au travers d'exemples d'actualité récents. Les principaux acteurs de ce domaine sont les utilisateurs, qui sont les particuliers ou les entreprises, les cybermalfrats, les hackers ou les entreprises, et les États, les organismes de protection et de législation. Pour bien comprendre cet univers informatique de premier plan et nous permettre d'entamer une réflexion sur le sujet, nous allons maintenant étudier son fonctionnement. Un réseau classique est traditionnellement composé d'un serveur interne où l'on stocke les données, d'un système de pare-feu qui contrôle les communications le traversant, d'un IDS, mécanisme d'écoute furtive du réseau, repérant les activités anormales, de log ou journal, enregistrant les activités de chaque acteur et ou matériel, de switch, un pont permettant de propager les flux de données en fonction des adresses MAC. Lorsque le réseau s'externalise, on retrouve alors un proxy, intermédiaire entre deux réseaux servant de filtre URL, un DMZ, qui crée une zone commune sécurisée entre deux réseaux accessibles en interne et en externe. Les cybermalfrats chercheront toujours à repérer les failles dans les réseaux et à s'y introduire pour diverses raisons. La plupart des attaques sont de type interruption, qui vise la disponibilité des informations, interception, qui vise la confidentialité des informations, modification, qui vise l'intégrité des informations, et fabrication, qui vise l'authenticité des informations. Elles peuvent être rangées en deux catégories de menaces. Les menaces passives, qui sont analyse de trafic. Le hacker analyse le trafic de l'utilisateur 1 à l'utilisateur 2. Analyse de contenu. Le hacker analyse le contenu de l'utilisateur 1 à l'utilisateur 2. Les menaces actives. Mascarade. Le hacker prend l'identité de l'utilisateur 1 et se fait passer pour lui auprès de l'utilisateur 2. Replay. Le hacker détourne le message de l'utilisateur 1 et les modifie avant de les renvoyer à l'utilisateur 2. Modification. Le hacker intercepte les messages de l'utilisateur 1 et les modifie avant de les renvoyer à l'utilisateur 2. Déni de service. Le hacker fait croire à l'utilisateur 1 qu'il ne peut pas se connecter à son serveur. À partir de ces exemples courants de menaces, nous allons à présent voir les solutions qui existent pour s'en protéger. Il existe plusieurs méthodes pour sécuriser un réseau. Leur efficacité varie en fonction du type d'attaque. Il y a donc le chiffrement, la signature électronique, la notarisation, le contrôle d'accès, l'antivirus, la détection d'intrusion, l'analyse des vulnérabilités, le contrôle de routage, le contrôle d'accès aux communications, l'horodatage, la certification, la distribution de clés, l'authentification, la protection physique, le pare-feu et les logs. Bien entendu, la confiance dans les utilisateurs du réseau est primordiale car l'attaque peut aussi bien venir de l'intérieur. Il a longtemps subsisté un flou juridique autour de l'échange des informations sur Internet. En effet, l'État a connu de nombreuses difficultés à statuer sur le cadre juridique à ce sujet. Et cela a pu poser problème car chaque information personnelle renvoie à une personne physiquement bien réelle. Outre une protection technique, il fallait une protection juridique. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de données à caractère personnel? Il faut différencier deux manières de saisir les informations sur Internet. Premièrement, la saisie volontaire, dite endogène, qui est porteuse de l'identité d'un individu et elle est composée de son nom, de ses photos, de ses vidéos et de tous les documents personnels que l'individu choisit de mettre en ligne volontairement. Et de l'autre côté, on a la saisie exogène, saisie involontaire, c'est-à-dire que toutes les informations sont récupérées à l'insu de l'individu par des dispositifs automatiques de collecte. Il va s'agir de l'adresse mail, l'adresse IP et des coordonnées de géolocalisation. Par des logiciels de tracking, on peut désormais récupérer ces informations qui remplissent un objectif avant tout marketing, parce que ces informations peuvent rapporter énormément, que ce soit pour les exploitants ou pour les entreprises à qui elles les revendent. Cela constitue la trace numérique et personne ne peut y échapper. Le gouvernement, qui a longtemps été frileux à l'idée d'imposer un cadre juridique pour ces informations, a passé le pas en 2004 lorsqu'il étoffe sa loi informatique et liberté. Mais c'est vraiment en avril 2016, avec la loi pour une république numérique, que les choses commencent à changer. C'est d'abord pour la saisie volontaire des informations qu'il y a les plus grandes avancées. Les données sont considérées désormais comme appartenant avant tout aux individus et non pas aux sociétés qui les exploitent. Ajoutez à cela le droit à l'oubli et le droit numérique,
le droit à l'oubli et le droit à une mort numérique, les informations obtiennent un réel statut, qui est défendu par la CNIL, que chaque individu peut désormais saisir en cas de violation. Pour ce qui est de la saisie involontaire, c'est plus compliqué. Les administrateurs ont une obligation de transparence pour la collecte, mais ils sont encore nombreux à exploiter les informations à l'insu des utilisateurs. Pour cela, ils contournent la loi via les contrats de termes et de conditions que tout le monde accepte, mais qu'au final, personne ne lit. Donc même si on peut mettre en avant un réel pas en avant, la prise de conscience gouvernementale n'est pas suffisante puisque le manque de volonté des exploitants complique les démarches et entraîne de nombreuses incertitudes juridiques. C'est avant tout dans la prise de conscience des utilisateurs que l'on pourra avancer avec une sensibilisation et une pédagogie qui permettra à la cybersécurité de se mettre en place. L'interaction en ligne est régie par des normes et c'est davantage par la normalisation que par la législation que la protection des données sera vraiment régulée. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième thème concernant la protection des données. Nos données circulent souvent à notre insu et sans notre accord sur Internet pour être vendues à des tierces personnes. Cependant, il existe de nombreuses institutions pour contrôler la circulation de ces données, comme par exemple nous avons la CNIL, la CIL, la Cour de justice de l'Union européenne qui a mis en place un droit à l'oubli et le Parlement européen qui a mis en place des règlements des droits des internautes. La circulation de nos données peut se faire par le biais de certaines technologies que nous utilisons tous les jours, ce qui peut devenir dangereux. Nous avons le système de géolocalisation du téléphone ou du GPS, le système de biométrie par empreinte qui nous permet de déverrouiller nos téléphones, et enfin les enregistrements audio et vidéo. Toutes les personnes et tous les domaines, quels qu'ils soient, peuvent être touchés par le piratage de données. Par exemple, le site internet de Nicolas Sarkozy a été piraté et renvoyé vers un site de nains de jardin. Le Comité national démocrate aux États-Unis a été également piraté pendant la campagne. Tous les sites gouvernementaux ont été piratés. Nous avons les États-Unis qui surveillent les Européens constamment. Les différentes attaques viennent de hackers individuels ou, comme nous l'avons vu, des États. Les applications que nous utilisons peuvent également partager nos données. Nous le voyons avec l'application WhatsApp qui a donné les numéros de téléphone des utilisateurs, les systèmes de reconnaissance faciale qui permet grâce à une photo de retrouver une personne et donc de trouver toutes ces informations. C'est ce qu'a mené un photographe russe par l'expérience Your Face is Big Data. Nous avons également des jouets pour enfants qui sont connectés comme Smart Teddy Bear qui va connaître le nom mais l'âge de l'enfant et qui va ensuite les partager sur Internet. Enfin, nous avons Facebook qui vend nos données à des publicitaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une société où il n'y a pas un jour sans qu'une faille informatique ne soit exposée, révélant au passage la sécurité d'une entreprise et de ses clients. Quelle solution pour l'entreprise? Détecter le plus tôt possible les failles de son système d'information. La plupart du temps, les entreprises ont une approche réactive. La technologie permet désormais d'agir de manière proactive. Des outils tels que l'analyse comportementale des utilisateurs identifient des failles potentielles en quasi temps réel. Quelles étapes? Elles sont au nombre de 3. Première étape, isoler l'incident pour qu'il ne puisse pas s'étendre. Deuxième étape, déconnecter du réseau tous les postes face à un cryptolocker, car le malware s'attaque en priorité aux fichiers partagés. Troisième étape, communiquer. Les fuites de données donnent une mauvaise image de marque à la société. La communication envers la totalité de l'écosystème concerné par l'évasion d'infos est primordiale et doit être faite avec la plus grande précaution. Exemple, Yahoo a vu 500 millions de comptes piratés. Des informations personnelles telles que la date de naissance, des noms et les adresses électroniques ont été révélées. Yahoo est aujourd'hui devant un dilemme. Soit dire « je suis incompétent, je n'avais pas les outils me permettant de relever et d'identifier cette attaque » ou au contraire « j'ai été menteur et j'ai dissimulé cette information ». Nous pouvons dire que la cybersécurité obéit généralement à une logique globale, relativement similaire dans différents scénarios d'application. Il s'agit avant tout d'évaluer les risques auxquels le système d'information est exposé, d'identifier des parades et protections efficaces et de les mettre en œuvre. Cette activité a notamment donné naissance à un marché particulièrement actif et varié au sein duquel on a retrouvé les éditeurs de firewall, d'antivirus et autres logiciels de sécurité.